Hammurabi, le sixième roi de la première dynastie de Babylone, est l'une des figures les plus importantes de l'histoire antique. Son règne, qui a duré de 1792 à 1750 avant notre ère, a marqué un tournant décisif dans le développement de la civilisation mésopotamienne. Il est surtout connu pour son code de loi, l'un des plus anciens et des mieux conservés au monde. Ce code, gravé sur une stèle de diorite noire de plus de 2 mètres de haut, est un témoignage remarquable de la justice babylonienne. La stèle représente Hammurabi, recevant les lois du dieu du soleil, Shamash symbolisant l'origine divine de son autorité. Le code d'Hammurabi contient 282 lois qui couvrent un large éventail de sujets, allant du droit de la famille au droit commercial, en passant par le droit pénal tourné. Ces lois étaient destinées à faire régner la justice dans le pays, pour éliminer le méchant et le pervers, pour que le fort n'opprime pas le faible. Le principe de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, est l'un des aspects les plus célèbres du code. Cependant, l'application de cette loi variait en fonction du statut social des personnes impliquées. Un homme libre qui blessait un autre homme libre subissait la même blessure en retour, mais s'il blessait un esclave, la punition était une simple amende. Le code traitait également en détail des questions de propriété, de contrat et de dette. Les lois sur l'irrigation étaient particulièrement importantes dans une société agraire comme la Mésopotamie. Quiconque négligeait ses digues et inondait les champs de son voisin devait dédommager ce dernier pour les pertes subies. Le droit de la famille occupait une place centrale dans le code, avec des lois sur le mariage, le divorce et l'héritage. Le mariage était un contrat qui nécessitait un accord écrit. L'adultère de la femme était sévèrement puni, souvent par la noyade. Le divorce était possible, mais les conditions variaient pour l'homme et la femme. Les lois sur l'héritage garantissaient que les biens d'un homme étaient transmis à ses fils. Le code fixait également les salaires pour différentes professions, comme les médecins, les architectes et les bateliers. Si un médecin opérait un homme libre et que celui-ci mourait, on coupait les mains du médecin. Mais si le patient était un esclave, le médecin devait simplement le remplacer. Ces lois, bien que sévères selon les normes modernes, représentaient une avancée majeure vers un système juridique plus structuré. Avant Hammurabi, la justice était souvent arbitraire et dépendait des caprices des dirigeants locaux. Le code a unifié les différentes traditions juridiques de l'Empire babylonien en un seul ensemble de lois cohérents. Hammurabi n'était pas seulement un législateur, mais aussi un grand bâtisseur et un chef militaire accompli. Il a considérablement agrandi son royaume, conquérant des cités-États voisines comme Larsa, Eshnunna et Mari. Ces conquêtes ont permis de contrôler les routes commerciales vitales le long de l'Euphrate et du Tigre. Hammurabi a également entrepris de vastes projets de construction, renforçant les fortifications de Babylone et embellissant ses temples. Il a ordonné la construction de canaux pour améliorer l'irrigation et augmenter la production agricole. La correspondance d'Hammurabi, conservée sur des tablettes d'argile, révèle un souverain méticuleux et impliqué dans les moindres détails de l'administration de son royaume. Il supervisait personnellement la collecte des impôts, la gestion des terres et la nomination des fonctionnaires. Son règne est souvent considéré comme l'âge d'or de la première dynastie babylonienne. La stabilité et la prospérité qu'il a apportées ont favorisé un essor culturel et intellectuel. L'astronomie, les mathématiques et la littérature ont connu des progrès significatifs sous son règne. L'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'humanité, a été compilée et standardisée à cette époque. Après la mort d'Hammurabi, son empire a commencé à décliner, affaibli par des pressions internes et des invasions externes. Cependant, son héritage juridique a perduré pendant des siècles, influençant les systèmes de loi de nombreuses civilisations ultérieures. Des copies du code d'Hammurabi ont été retrouvées dans des bibliothèques aussi lointaines que celle d'Assurbanipal à Ninive. La redécouverte de la stèle en 1901 par une expédition archéologique française à Suse, en Iran, a été un événement majeur pour l'étude de l'histoire du droit pointais. Aujourd'hui, le code d'Hammurabi est exposé au musée du Louvre à Paris, où il attire des millions de visiteurs chaque année. Il reste un symbole puissant de la quête humaine pour la justice et l'ordre social. L'étude du code d'Hammurabi nous offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne, des valeurs et des croyances de la société babylonienne. On y découvre une société complexe, avec une hiérarchie sociale bien définie et une économie basée sur l'agriculture et le commerce. Les lois révèlent également l'importance de la religion dans la vie des Babyloniens, avec des dieux et des déesses intervenant dans les affaires humaines. Le prologue du code invoque les grands dieux de Mésopotamie, Anu, Enlil et Marduk, pour légitimer le pouvoir d'Hammurabi.
L'épilogue promet des bénédictions divines aux futurs rois qui respecteront ces lois et des malédictions à ceux qui les ignoreraient ou les modifieraient. Le Code d'Hammurabi n'était probablement pas un code de loi au sens moderne, mais plutôt un recueil de jugements exemplaires. Il servait de guide pour les juges et de proclamation de la justice du roi à ces sujets. La stèle était une œuvre de propagande royale, destinée à célébrer Hammurabi comme un roi juste et sage. Malgré sa sévérité, le code tentait d'instaurer une forme de protection pour les plus vulnérables, comme les veuves et les orphelins pour l'usage. Par exemple, une loi stipulait que les créanciers ne pouvaient pas saisir la totalité des biens d'un débiteur, lui laissant de quoi survivre. La précision des lois concernant les transactions commerciales montre le développement d'une économie monétaire et contractuelle. Les peines étaient souvent pécuniaires, ce qui indique une société où la richesse jouait un rôle crucial. Le code réglementait aussi la construction des maisons, imposant la responsabilité aux architectes en cas d'effondrement. Si une maison s'effondrait et tuait le propriétaire, l'architecte était mis à mort pour point. Si le fils du propriétaire mourait, c'est le fils de l'architecte qui était exécuté. Ces lois, bien que brutales, visaient à garantir la qualité des constructions et à prévenir la négligence. Le Code d'Hammurabi est un document exceptionnel qui nous éclaire sur une civilisation disparue il y a près de 4000 ans. Il nous rappelle que la recherche de la justice et de l'ordre est une préoccupation humaine universelle et intemporelle. Hammurabi, par son œuvre législative, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité. Son nom est à jamais associé à l'idée que la loi, et non l'homme, doit gouverner. L'ascension d'Hammurabi au pouvoir fut progressive, héritant d'un royaume relativement modeste centré sur la ville de Babylone. Les premières années de son règne furent consacrées à la consolidation de son pouvoir et à des projets d'infrastructures locaux. Il se présenta comme un serviteur des dieux, restaurant les temples et assurant les cultes religieux. Sa stratégie politique fut d'abord diplomatique, forgeant des alliances avec des royaumes voisins pour contrer ses rivaux. Il utilisa habilement les rivalités entre les autres cités-États à son avantage. Puis, au milieu de son règne, il lança une série de campagnes militaires fulgurantes. Il vainquit d'abord Rimsin de Larsa, son principal rival dans le sud de la Mésopotamie. Ensuite, il tourna son attention vers le nord, soumettant le royaume de Mari et son riche palais. La destruction de Mari lui donna accès à de vastes archives diplomatiques révélant les intrigues de ses anciens alliés. En quelques décennies, Hammurabi transforma son petit royaume en un vaste empire contrôlant la majeure partie de la Mésopotamie. Pour gouverner cet empire diversifié, il avait besoin d'un système administratif et juridique unifié. C'est dans ce contexte que la promulgation de son code de loi prend tout son sens. Le code n'était pas seulement un instrument de justice, mais aussi un outil de centralisation du pouvoir. Il affirmait la suprématie du roi et de la loi de Babylone sur les coutumes locales. La langue akkadienne, la langue d'Hammurabi, devint la langue administrative et culturelle de tout le Proche-Orient. Le code nous renseigne sur les aspects les plus concrets de la vie babylonienne, comme le prix d'une location de char à bœuf. Il réglementait les honoraires des chirurgiens vétérinaires pour guérir un bœuf ou un âne. Les tavernières, souvent des femmes, étaient soumises à des règles strictes pour éviter que leurs établissements ne deviennent des lieux de conspiration. Si une prêtresse ouvrait une taverne ou y entrait pour boire, elle devait être brûlée vive. Le code protégeait les droits des soldats en service, garantissant que leurs terres ne soient pas saisies en leur absence. Les juges qui rendaient un mauvais jugement et dont l'erreur était prouvée devaient payer 12 fois l'amende qu'ils avaient imposée et étaient démis de leurs fonctions. Cela montre une volonté de garantir l'intégrité du système judiciaire lui-même. Le code fait une distinction claire entre les crimes intentionnels et les accidents. La notion de fausse accusation était également prise très au sérieux. Quiconque accusait un autre d'un crime capital sans pouvoir le prouver était mis à mort. Le recours à l'ordalie, ou jugement par le fleuve, était prévu pour certains crimes comme la sorcellerie. L'accusé devait sauter dans le fleuve sacré. S'il survivait, il était innocent et son accusateur était mis à mort et ses biens confisqués. Le code d'Hammurabi reflète une société où l'honneur et le statut social étaient d'une importance capitale. La famille patriarcale était le fondement de la société, le père ayant une autorité quasi absolue sur sa femme et ses enfants. Cependant, les femmes n'étaient pas sans droit. Elles pouvaient posséder des biens, gérer des affaires et demander le divorce dans certaines circonstances. La dot qu'une femme apportait au mariage restait sa propriété et lui revenait en cas de divorce sans faute de sa part prononcée. L'adoption était une pratique courante.
réglementé par le Code pour garantir les droits et les devoirs des parents adoptifs et de l'enfant adopté. Les esclaves, bien que considérés comme des biens, bénéficiaient de certaines protections légales. X. Un esclave pouvait épouser une personne libre, et leurs enfants naissaient libres. Le Code d'Hammurabi est une source inestimable pour comprendre la complexité de la première grande civilisation urbaine du monde. Il montre une tentative audacieuse de créer une société juste et ordonnée, basée sur des principes écrits et accessibles à tous. L'influence d'Hammurabi s'étend bien au-delà de son temps et de son empire. Son code est un jalon fondamental dans le long chemin de l'humanité vers l'état de droit. La figure d'Hammurabi lui-même est devenue archétypale du souverain législateur. Son portrait est même gravé sur l'un des frontons du bâtiment de la Cour suprême des États-Unis. Cette reconnaissance moderne témoigne de l'importance universelle de sa contribution à la civilisation. Le système de classe sociale était rigide. Il y avait les Awilum, hommes libres, nobles, les Mushkenum, roturiers, dépendants du palais, et les Wardum, esclaves. La plupart des lois du Code commencent par une clause conditionnelle. Si un homme fait telle chose, cela reflète une approche casuistique du droit, basée sur des cas concrets plutôt que sur des principes abstraits. L'économie babylonienne reposait sur l'orge et l'argent comme étalon de valeur. Les taux d'intérêt étaient réglementés, mais restaient élevés, souvent autour de 20% pour l'argent et 33% pour l'orge. Le Code tentait de protéger les débiteurs contre l'esclavage pour dette permanente. La religion imprégnait tous les aspects de la vie, et les temples étaient de grands centres économiques. Les prêtres et les prêtresses jouaient un rôle important non seulement dans le culte, mais aussi dans l'administration et l'économie. La médecine babylonienne était un mélange de remèdes empiriques et de rituels magiques. Le Code ne fait pas de distinction entre le médecin, Aishu, qui utilise des remèdes, et le magicien, Ashipu, qui pratique des exorcismes. La position géographique de Babylone, au carrefour des routes commerciales, a grandement contribué à sa richesse et à son importance. Hammurabi a su exploiter cet avantage stratégique pour financer ses armées et ses projets de construction. Son administration était remarquablement organisée pour l'époque, avec un réseau de gouverneurs et de messagers. Les lettres d'Hammurabi montrent un dirigeant autoritaire mais juste, soucieux du bien-être de ses sujets. Il se décrit lui-même comme un berger pour son peuple, une métaphore courante pour les rois du Proche-Orient ancien. La découverte du Code a remis en question l'idée que la loi mosaïque, les 10 commandements, était la première législation divine. De nombreuses similitudes existent entre le Code d'Hammurabi et les lois décrites dans le livre de l'Exode de la Bible. Cela suggère une tradition juridique commune partagée par les peuples du Proche-Orient, ancien. Cependant, il existe aussi des différences notables, notamment dans l'accent mis sur l'intention et la moralité dans la loi biblique. L'héritage d'Hammurabi est donc complexe. Il est à la fois un conquérant impitoyable et un législateur visionnaire. Son code, avec sa justice parfois brutale, a néanmoins jeté les bases d'un ordre social qui a permis à la civilisation de prospérer. Il a établi le principe que personne n'est au-dessus de la loi, pas même le plus puissant des hommes. La stèle elle-même a eu une histoire mouvementée, ayant été pillée de Babylone par un roi élamite au XIIe siècle avant notre ère. C'est pourquoi elle a été retrouvée à Suse, l'ancienne capitale de l'Élam, et non à Babylone. L'étude du cunéiforme, l'écriture utilisée pour le code, est une discipline complexe qui a permis de déchiffrer ce texte ancien. Chaque caractère en forme de coin était imprimé dans l'argile humide, avec un stylet en rose au point. Le code d'Hammurabi nous rappelle que l'écriture fut l'un des outils les plus puissants pour la structuration des sociétés humaines. Sans l'écriture, la transmission et l'application d'un ensemble de lois aussi complexes auraient été impossibles. En fin de compte, Hammurabi a réussi à se forger une image de roi idéal pour la postérité. Son nom est devenu synonyme de justice et de loi dans la mémoire collective de l'humanité. Les lois sur l'agriculture montrent une connaissance approfondie des défis de la culture en Mésopotamie. Le vol de matériel agricole, comme une charrue ou des semences, était sévèrement puni. La responsabilité collective était parfois appliquée, comme lorsque des brigands n'étaient pas capturés. Si un homme était victime d'un vol et que le voleur n'était pas pris, la ville et son gouverneur devaient le dédommager. Cette loi incitait les autorités locales à maintenir l'ordre et la sécurité sur leur territoire. Le code réglementait également la navigation fluviale, cruciale pour le transport et le commerce. Un batelier qui coulait un autre bateau par négligence devait rembourser la valeur du bateau et de sa cargaison. La complexité de ces lois montre une société bien plus sophistiquée qu'on ne l'imagine souvent.
Hammurabi n'a pas inventé la loi. Il s'est appuyé sur des codes plus anciens, comme celui d'Urnammu. Mais son code est de loin le plus complet et le mieux préservé de cette période. Son œuvre représente l'aboutissement de plusieurs siècles de traditions juridiques mésopotamiennes. La survie de ce document est un hasard extraordinaire de l'histoire. Sans lui, notre connaissance du monde antique serait bien moins précise. Hammurabi, le roi législateur, continue de nous parler à travers les millénaires. Son code est une fenêtre ouverte sur l'aube de la civilisation et la naissance du droit.